bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation autour d'un sujet qui paraît essentiel. Avant toute chose, c'est une première pour la mission Écoterre, ce genre de colloque en visioconférence. Et à ce propos, je tiens à remercier bien évidemment nos amis des émotionneurs qui nous accueillent ici à Nancy, qui nous ont permis de monter cette visioconférence avec des moyens techniques extrêmement intéressant, la cybersécurité, comment les collectivités peuvent-elles mieux appréhender ce risque avec un développement du numérique et la multiplication des objets connectés dans la vie quotidienne. Les locales, territoriales sont de plus en plus la proie de cybermenaces. Alors que ce mois d'octobre est placé sous le signe de la cybersécurité, nous avons décidé de proposer, de croiser des regards, d'échanger les bonnes pratiques et de mesurer les solutions majeures afin de tout mettre en œuvre pour mieux se protéger, notamment au niveau de nos collectivités locales et territoriales. Je suis extrêmement fier aussi des personnes qui vont intervenir aujourd'hui, des experts, des spécialistes, des élus ou anciens élus. Ils vont nous accompagner pendant cette petite heure qui en appellera certainement d'autres tout au long des mois à venir. Et alors, on ne va pas attendre plus que ça avant de donner la parole à notre premier invité, notamment Thierry Vincent. Vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, il faut justement que l'on puisse instaurer un débat entre vous et entre nos experts et que ça aille bien évidemment au-delà de cette simple heure et cette première de la mission Écoterre et des émotionneurs. On va pas parler plus longtemps. Tout de suite, j'ai à mes côtés à Paris. Donc Thierry Vincent, je le répète, vous êtes ancien maire de Saint-Amand-Montrond, cœur de France. Vous avez une grande expérience en matière de cybersécurité. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur cette recrudescence de cybermenaces? Et on l'a vu avec, depuis 3, 4 ans, 5 ans maintenant, de plus en plus d'attaques envers nos entreprises et nos collectivités. À Saint-Amand-Montrond, la ville que j'ai présidée pendant 12 ans, on a mis en place plus de 91 projets de Smart City depuis 2010. Et en fait, on est arrivé à une interaction de toutes les fonctions opérationnelles, que ce soit en matière de réseau ménagère, les fonctions opérationnelles et les besoins des faciliter les services publics. C'est sûr, invité à tous les niveaux. Et les données, quelque part, se sont, on va dire, volatilisées. Et alors, le rôle de l'élu dans ce domaine, qu'est-ce qu'il est? Il est d'être un pilote de ces données afin d'assurer la continuité de l'action publique au profit des services rendus à la population. Et alors, pour ça, il faut avoir tout d'abord une stratégie. Et cette stratégie, elle répond à un objectif, c'est-à-dire de ne pas tout faire dans le désordre et surtout de protéger l'action et la sécurité des données. Alors vous parliez du risque. Le risque, il réside justement tout d'abord dans une mauvaise stratégie qui ne hiérarchise pas les actions, qui n'assure pas le souci de la protection et de la conservation des données publiques, privées ou personnelles. Le risque aussi réside, à mon avis, dans la création d'un isolement du territoire dont on a la responsabilité. Il faut créer, et c'est ce que la mission Écoterre fait, des interconnexions entre l'ensemble des territoires qui sont engagés dans cette stratégie. Enfin, troisième risque, c'est le risque d'une absence de dialogue entre les collectivités territoriales et l'État. Alors, bien sûr, vous me dites, il faut à tous ces problèmes, il faut des réponses. Alors, la première réponse, c'est avant tout un vrai pilotage de ce qui se fait aujourd'hui sur un territoire. Et pour ça, il faut avoir une image de l'ensemble des solutions proposées par les entreprises et aussi proposées par l'ensemble des territoires.
Il faut dresser aussi, à partir de cette photographie, l'ensemble des orientations et des outils à disposition possibles. C'est ce que la Banque des Territoires a lancé avec son labo, et ça c'est une très bonne chose. Et puis pour terminer, moi je vous dirais, pour ce propos introductif, je vous dirais que la période du Covid nous invite encore plus à régler ces problèmes, mais je crois qu'il faut hiérarchiser aussi. D'abord sont concernés les problèmes les grandes villes, les métropoles, qui sont, elles, prises de plein fouet par les conséquences de cette crise Covid. Les petites villes sont moins attaquées pour le moment, bien sûr, mais il faut mettre en place toute une stratégie. Et je crois que Eric Hazan de l'ANSSI nous proposera vraisemblablement des solutions. Voilà donc le petit point introductif. C'est pas pour dire une sorte de testament sur les 12 ans, mais néanmoins, ce que j'ai voulu donc dans cette ville, c'est créer les bases d'une smart city innovante, et puis bien sûr en lien tout au long de ces années avec la mission Écoterre. Et je vous remercie aussi donc pour votre aide et votre soutien indéfectible. Thierry, j'en profite avant de vous parler de la Banque des Territoires. J'en profite. Est-ce qu'on peut dire que concrètement, qu'avec cette période sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons toujours, qu'il y ait de plus en plus de cybermenaces et de cyberattaques? Ben, oui, j'ai l'impression, et c'est parce que les hackers ou ceux qui veulent faire mettre en place des rançons autres visent à la fois des grosses sommes et des petites sommes accumulées. Donc je pense qu'avec, comme je le disais, la volatilité des données, c'est-à-dire un grand nombre de données, et avec une protection plus ou moins efficace. Et il suffit d'une seule faille dans cette cotte de maille, quelque part, à mettre en place, et il y a une seule faille pour faire tomber l'ensemble du système. C'est pour ça qu'il faut adopter on va dire, des réflexes sanitaires aussi en matière de numérique, et puis de protection de l'ensemble des données, parce que dès qu'on touche une donnée personnelle, ça met en difficulté l'ensemble de l'édifice. Alors Thierry Vincent nous parlait de la Banque des Territoires, vous m'avez pratiquement entendu la perche. Thierry, nous avons le plaisir d'accueillir François Charbonnier, qui est directeur d'investissement secteur confiance numérique de la Banque des Territoires. François, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question est celle-ci, Thierry en parlait, la Banque des Territoires investit énormément dans le domaine du numérique. Qu'en est-il dans la lutte contre la cybercriminalité ? C'est une très bonne question, parce que on investit effectivement beaucoup au profit des collectivités et des territoires. Ça correspond, on va dire, aussi à la création récente de la Banque des Territoires, donc qui est un des 5 métiers de la Caisse des dépôts, qui regroupe toutes les activités à destination des collectivités et des territoires. Un axe vraiment important pour nous, c'est l'axe du numérique, de la transition numérique, alors que ce soit les modèles, on va dire, un peu les plus complexes avec la Smart City ou la ville numérique, ou tout simplement la ville qui va s'informatiser ou se numériser sur un domaine ou un autre, parce que évidemment on n'a pas que les projets les plus spectaculaires. Chaque territoire a son rythme et ses besoins, et ses ressources aussi, et ses priorités. Donc pour nous, c'est important de pouvoir accompagner cette transition sur le bon mode. Dans ce domaine, on a au niveau de nos projets des projets d'investissement où on peut investir dans des sociétés innovantes. Alors on a quelques exemples comme Cap Collectif pour de la participation citoyenne, comme Menti récemment pour des projets de pilotage un peu financier et décisionnel des collectivités. On peut aussi accompagner, on va dire, des projets amont des collectivités en discutant avec elles, en examinant des possibilités aussi parfois de financement. Et on a aussi des logiques d'accompagnement façon guide ou étude.
Et pour répondre plus précisément à cette question sur la cybersécurité et la cybercriminalité, on a en ce moment, au-delà de notre axe d'investissement en matière de confiance numérique qui répond à ce besoin lorsqu'on trouve des projets qui peuvent aider sous cet angle les collectivités, le projet d'un guide, un guide sur la confiance numérique à destination des collectivités, mais plus précisément des élus des territoires. Donc on travaille de près avec certaines grandes fédérations d'élus, avec aussi l'ANSSI qui est ici présente en la personne de Pierre Gassic, avec cybermalveillance.gouv.fr qui est un dispositif aussi important qui se déploie sur les territoires. Et le but de ce guide, je peux peut-être l'aborder en quelques mots si ça vous convient, parce que ça me semble en plein dans notre sujet, vu justement sa cible. Donc, mais François, oui. Pardonnez-moi de vous couper, vous parlez d'un guide. Un guide, c'est bien. Est-ce suffisant? Est-ce que la Banque des Territoires ne va pas prendre son bâton de pèlerin et aller à la rencontre avec ce guide, à la rencontre de nos élus qui, on le disait en préparant cette émission, sont assez, on ne va pas dire réfractaires, mais ils sont assez tièdes ou timides dès qu'on leur parle de cybersécurité. Est-ce que la Banque des Territoires va aller au-devant de ces élus-là et des territoires ? On veut en tout cas participer à l'action commune et ce guide est vraiment une façon de mettre un pied, on va dire, un pied dans le plat. Ce guide, c'est pas non plus une sorte d'étude ou de grand guide compliqué comme on en voit parfois. Le but, c'est vraiment de porter un vrai message et qui est un message justement qui mérite après d'être porté en direct et pas que sur la base du papier. Et ce grand message, c'est la cybersécurité et la confiance numérique. Ce sont peut-être des sujets complexes qui peuvent faire un peu peur, où on peut craindre de paraître ignorant. C'est normal. Par contre, l'élu a la seule vraie et première responsabilité de s'emparer du sujet, de donner l'impulsion et de donner l'impulsion à ses équipes pour qu'on se traite du sujet. Ça, c'est vraiment le sujet de notre guide, c'est cette prise de conscience, sachant que la prise de conscience, elle est double normalement. La première des choses, c'est de reconnaître que la cybersécurité et la confiance numérique sont des sujets clés pour la collectivité, maintenant qu'on entame des transitions numériques à divers degrés. La deuxième, c'est d'agir, parce que ça arrive très souvent qu'on reconnaisse que le sujet est important. Parfois, il se passe plusieurs années avant qu'on agisse, et agir, ça ne veut pas forcément dire faire des choses extrêmement compliquées. Il y a déjà des premières étapes, et la toute première, c'est de donner l'impulsion. Et ce guide veut ensuite décrire, peut-être que l'ANSSI le fera encore mieux que nous à cette table, mais on a travaillé avec Pierre et avec ses équipes sur le sujet, évidemment donner quelques grands messages, mais de très haut niveau, sans rentrer dans le détail qui, lui, relève des experts, des spécialistes, des métiers. Donc oui, pour nous, c'est une première étape et on sera prêt à voir en lien avec nos directions régionales et selon les possibilités d'intervenir directement sur les territoires, à pouvoir pousser ce message important, d'autant plus que l'urgence est vraiment là cette année. Alors l'urgence qu'évoquait aussi Thierry Vincent, que vous évoquez, vous, et à travers ce guide, on va bien évidemment suivre de très près ce guide et ce qui va se passer avec la Banque des Territoires au cœur même de nos collectivités locales et territoriales. Alors, j'ai envie aussi d'avoir un point de vue, le point de vue de Vincent Rioux, qui a répondu lui aussi à notre invitation. Vincent, vous êtes directeur associé d'Avisa Partners, je pense que je prononce bien. J'avoue que je ne connais pas du tout, c'est une erreur de ma part, je connaissais le CEIS, c'est ça ? Et vous êtes donc directeur associé. Qu'est-ce que Avisa Partners ? Alors, le CEIS a fusionné avec une autre société d'intelligence économique en début d'année 2020 qui s'appelle Avisa Partners. On s'appelle tous Avisa Partners. Maintenant, on est l'une des principales sociétés françaises d'intelligence économique et de cybersécurité opérationnelle. On a en particulier, au-delà de nos activités d'intelligence économique, puisque ce n'est pas forcément le sujet de la discussion aujourd'hui, une filiale spécialisée en cybersécurité offensive et réponse aux incidents, qui intervient d'ailleurs assez régulièrement dans les collectivités territoriales et locales, qui s'appelle l'Exfo, et qui est forte d'une 60aine d'ingénieurs, qui est en passe d'être
d'être qualifié PRIS, donc prestataire de réponse aux incidents de sécurité par l'ANSSI. Vincent, on parlait de menaces, et je parlais de menaces grandissantes, de risques même plus que réels. Concrètement, comment vous intervenez, mais de manière concrète? Déjà, alors, nos champs d'intervention sont assez larges, mais je suis pas ici forcément pour faire de la pub. J'avais envie de revenir en fait aux fondamentaux, parce que ça n'a pas été forcément exprimé par les intervenants précédents qui ont dit des choses fort intéressantes au demeurant. On est dans une logique de construction d'outils de défense et de processus de défense. Et avant de réfléchir à ces outils de défense, il faut se poser la question de la menace. On le fait pas forcément suffisamment. Réfléchir au point de vue de l'attaquant, c'est important pour ne pas construire une ligne Maginot numérique et se retrouver débordé par les Ardennes. Et en cybersécurité, c'est particulièrement vrai parce que la menace est extrêmement mobile et agile. Et donc les raisons de s'attaquer à une collectivité territoriale sont nombreuses. D'abord, il y a l'idéologie ou des motifs politiques. C'est pas forcément des thématiques et des raisons qu'on va retrouver dans le cadre de l'entreprise. L'attaquant va chercher à atteindre l'image du politique à travers la diffusion de fausses informations, de défacement de sites institutionnels, voire du vol de données. On a déjà eu à traiter du vol d'emails d'un responsable politique local à des fins de dénigrement ou de déstabilisation. Donc, ce dernier cas de figure, on parle beaucoup des ransomware, mais il ne faut pas oublier ce genre de cas. On peut aussi retrouver cela de l'ordre d'actions de revanche ou de vengeance de la part de personnel y conduit ou des gens qui ont envie de se venger de telle ou telle organisation. Ça arrive assez souvent, y compris dans le collectivité. Des vols de données plus graves peuvent être conduits dans le cadre d'espionnage, par exemple pour sécuriser le gain d'un marché public, ou connaître la stratégie future de la collectivité sur certains sujets sensibles, l'urbanisme, la mise en chantier de grands projets, les stratégies d'investissement. Il ne faut pas l'oublier, une collectivité peut très bien subir aussi ce genre d'attaque. Dans une logique de déstabilisation toujours, voire de terrorisme, des cyberattaques peuvent être conduites pour porter atteinte aux personnes ou mettre la pagaille dans la ville. Manipulation de feux rouges, des panneaux indicateurs, paralysie des moyens de communication des systèmes de secours. On peut faire retentir les alarmes de la ville ou plus gravement, on peut porter atteinte au système de traitement ou de distribution d'eau, de traitement des déchets. En fait, au fur et à mesure que les services essentiels, comme ceux-ci, accroissent leur numérisation, ils accroissent également leur perméabilité au risque d'attaque informatique. Donc, on réalise régulièrement dans ma société ce qu'on appelle des exercices Red Team, c'est-à-dire des mises en situation réelle d'attaque informatique ciblées pour mesurer la perméabilité réelle des organisations. Donc, ces attaques vont être sciemment visibles, ce qui va permettre aux experts d'intervenir en cas d'agression. Mais d'autres, vous l'avez bien compris, auront comme caractéristique principale la furtivité, la discrétion totale, dans un cadre d'espionnage, par exemple. Dans ce dernier cas, je pense que l'ANSSI le confirmera, mais des vecteurs d'infection peuvent rester actifs dans les systèmes pendant des années et des années, tout en exfiltrant régulièrement des données. Néanmoins, la dernière motivation de l'attaquant, c'est la plus connue, c'est l'appât du gain. Et cette cybercriminalité qui vise principalement à gagner de l'argent, vous l'avez compris, en rançonnant les organisations ou en revendant des données volées. Il y a un cycle cybercriminel très complexe et qui va croissant. Bien, cette cybercriminalité, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, elle est le fait de grandes organisations transfrontalières. En d'autres mots, des mafias, parfois affiliées à des États. Ces organisations sont dotées de structures et de moyens de plus en plus importants. Et oui, les mafieux se sont saisis du sujet. Les gains sont importants, les risques sont faibles, difficultés techniques des enquêtes, possibilité d'action depuis le lointain, l'étranger, des peines prononcées finalement assez décevantes en contraste des faits commis avec violence. Donc conjugué au fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, la surface d'exposition sur Internet, donc la vulnérabilité directe des organisations explose, soit par des phénomènes choisis, comme la numérisation croissante des services. On a parlé de villes intelligentes, de bâtiments intelligents, de services aux citoyens, d'administration, mais soit aussi par des phénomènes subis, comme le télétravail, l'ouverture d'accès distant au réseau de l'organisation plus ou moins sécurisé, des nouveaux services cloud pris souvent à la hâte. On ne peut que constater les dégâts. Le nombre de cas connus d'attaques a explosé cette année.
que ce soit de sources ANSSI, cybermalveillance ou par nos propres moyens et constats au niveau de l'équipe de réponse à incidents. Et malheureusement, ça ne risque pas de s'arranger si on ne prend pas le sujet à bras le corps. Et c'est triste, parce que dans la plupart des cas, au moins celles sur lesquelles on est intervenu concrètement, ces attaques auraient pu être évitées par l'application de règles d'hygiène numérique de base. Il faut être clair, hein, les gestes barrières, ça marche aussi en informatique. On en reparlera très certainement tout à l'heure. Barrières en informatique, Vincent. Les gestes barrières en informatique, vous nous dites, les gestes barrières existent aussi en informatique. Concrètement, ça veut dire quoi? Patcher ces systèmes, donc de la mise à jour régulière, c'est vraiment le truc de base. Il faut voir que ce qu'on constate, c'est que la plupart des cas d'attaque de type ransomware, allez, on va en parler, des rançongiciels, parce que tout le monde en parle en ce moment, c'est à la mode. Dans la plupart des cas, ils proviennent de l'exploitation de vulnérabilités, donc de problèmes de non mise à jour de certains systèmes, de vulnérabilités qui sont publiques. C'est-à-dire que les systèmes qui ont été attaqués auraient pu être patchés, mis à jour. Mais ça n'a pas été fait, par manque de conscience de l'importance de mettre à jour ces systèmes-là. Vous voyez, et c'est 99% des cas d'attaque. Ça, c'est un premier exemple. Des mots de passe trop simples, l'authentification multifacteur qui n'a pas été mis en place alors qu'elle est même proposée par les outils logiciels en question, des défauts de configuration. Donc ça vient de l'incompétence ou de l'inconscience des services informatiques des entreprises ou des collectivités. Ce que je dis là est vrai pour toutes les cibles, hein, que ce soit des collectivités locales, territoriales ou des entreprises. Ou alors c'est du phishing, donc vous savez, hein, du hameçonnage, donc vous recevez un mail et malheureusement vous cliquez sur la mauvaise pièce jointe ou le mauvais lien. Donc les fameux clics malheureux sur des mails piégés, ça c'est un problème du coup de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Et puis on a aussi la surexposition des services sur Internet. Avec certains services, par exemple beaucoup de services cloud ont été ouverts pendant le confinement pour permettre aux entreprises, aux collectivités de continuer à travailler malgré le télétravail, le travail à domicile, sans que ça soit forcément ultra maîtrisé d'un point de vue sécurité. Et là, je vais rebondir et on va laisser donner la parole. On reviendra bien évidemment sur ce que vous évoquez, Vincent, et notamment peut-être qu'on a mésestimé aussi chez nous en France. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On a peut-être mésestimé les dangers des cyberattaques et des cybermafieux aussi. Je pense qu'on peut les appeler comme ça. Franklin Brousse, qui est à nos côtés. Franklin, vous êtes avocat expert en droit des nouvelles technologies. En préparant cette émission, vous aviez l'air de dire que finalement, nos collectivités sont extrêmement mal préparées, ce que disait aussi, à demi-mot, mais il disait quand même, Vincent. Vous avez aussi cette impression, vous, qu'on est extrêmement mal préparé à ce qui arrive actuellement et des dangers qui peuvent survenir demain? Oui, tout à fait, Alain. Et j'en veux pour preuve, en fait, tous les cas de cyberattaque que j'ai pu traiter, que ce soit dans la sphère des collectivités ou des entreprises. On voit souvent, au travers d'un cas de cyberattaque, que j'allais dire, les victimes n'étaient pas préparées. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, en fait. Et que, en fait, on se rend compte que face à une cyberattaque, les victimes sont souvent démunies. C'est-à-dire, question toute simple, c'est que faire, qui appeler. Or, c'est très important d'être préparé, puisque en fait, la capacité à réagir rapidement est cruciale dans ces cas-là. Parce que si on réagit mal ou on réagit trop tard, en fait, on peut aggraver les conséquences d'une cyberattaque. Et donc le préjudice pour la collectivité et le cas échéant pour les administrés si on a des sujets de données personnelles, ce qui va être souvent le cas. Donc d'où la nécessité d'être préparé à ce type d'événement et de savoir quoi faire au bon moment, parce qu'évidemment il n'y a pas de risque zéro. Et donc même si on met en place tout ce qui doit être fait et tout ce qui a été évoqué précédemment, ça peut quand même tout de même arriver. Donc, comme cela a été dit également, je pense que la première étape, c'est se former, pour se préparer, être formé à ce genre d'événement, sensibiliser les collaborateurs, et ensuite mettre en place une procédure qui va permettre de réagir en cas de cyberattaque. La procédure, c'est des questions très simples, se dire que dois-je faire, qui dois-je contacter, qui peut m'aider,
Qui d'autre est concerné ou en cause dans la cyberattaque? Donc souvent, on va avoir un sujet de prestataire, puisque souvent, ça va porter sur un serveur. Et donc, se pose la question de quel est le prestataire concerné qui héberge des logiciels ou qui héberge mes données. Il y a aussi une problématique qui est très importante, c'est vers qui se retourner pour déposer une plainte. On est, en matière de cyberattaque, face à des problématiques de pénales, puisque c'est les infractions pénales. Donc, on va pouvoir porter plainte vers les services de la gendarmerie ou de la police. Donc, je vais vous en citer quelques-uns, mais ils sont accessibles d'ailleurs notamment au travers du site de l'ANSSI. Donc, vous avez en France l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information. Vous avez la PEFTI, qui est une brigade régionale au niveau de l'Île-de-France et de Paris. Vous avez aussi un service de la gendarmerie nationale. Et vous avez aussi la possibilité de faire une déclaration en ligne sur un site du gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Donc aujourd'hui, il y a des outils, en fait, quand on a une problématique, pour pouvoir porter plainte et aller chercher de l'aide. Encore faut-il le savoir. Ce sera intéressant de faire un sondage pour savoir qui, parmi les collectivités et les élus, savent qu'elles ont tous ces services à leur disposition en cas de problème. L'autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, et c'est ça qui peut créer aussi d'énormes préjudices, notamment et des problèmes de responsabilité pour les élus, c'est que les cyberattaques visent souvent des données personnelles. Donc on est face à un vol de données personnelles ou face à une prise en otage des données personnelles. Donc c'est la fameuse attaque de type ransomware. Donc si des données personnelles sont concernées, en plus de tout ce qu'on a dit, de toutes les actions, il y a la problématique de notifier ce qu'on appelle une violation de données personnelles à la CNIL, qui est une obligation. Et également de prévenir les personnes concernées. Et comme cette notification doit intervenir dans un délai très court, puisque c'est un délai maximal de 72 heures, on voit que si on n'est pas préparé, on ne peut pas réagir à temps. Et donc, non seulement on va subir l'événement, mais en plus, on ne va pas respecter une de ces obligations qui fait partie de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Donc, on voit bien que tous ces sujets-là, on revient à la même nécessité. La nécessité d'être préparé et de pouvoir réagir rapidement. Aussi, un autre retour d'expérience que je voulais partager, c'est le fait que les cyberattaques impliquent souvent un prestataire informatique, puisque c'est rarement une collectivité qui va héberger ses propres logiciels et ses propres données. Donc, il y a la nécessité aussi d'anticiper ce risque et d'aller vérifier que ce prestataire dispose d'une politique de sécurité informatique, régulièrement, il va tester son système ou ses systèmes d'information et ses moyens contre les cyberattaques, parce que c'est lui qui va faire ça. Donc voilà, vous devez vérifier s'il est préparé lui-même à une cyberattaque, potentiellement le contraindre contractuellement à appliquer cette politique de sécurité, à réaliser des tests périodiques, et aussi, du fait de la réglementation en matière de protection des données, évaluer les mesures qu'il a prises au niveau de son organisation et de la technique pour protéger les données personnelles, qui est un enjeu spécifique et qui correspond à une obligation très importante dans le RGPD. Il y a aussi le fait que, au travers de tout ça, on doit voir que finalement, dans une cyberattaque, il y a un double risque. Il y a le risque qui est l'atteinte à un système d'information, d'une part, et donc c'est les hypothèses qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire bloquer l'exploitation d'un service d'une collectivité, mais on a l'atteinte aux données personnelles. Et là, on peut se retrouver face à ce que j'appelle moi une double peine, c'est-à-dire vous avez un préjudice opérationnel et vous avez aussi un préjudice au niveau des données personnelles et une éventuelle sanction de la CNIL parce que vous n'avez pas suffisamment protégé les données personnelles des administrés, par exemple. Et ça, cette sanction, elle va même être aggravée dans l'hypothèse où la CNIL va constater que vous n'avez pas contrôlé les garanties qui étaient celles de vos prestataires en matière de données personnelles. C'est pour ça que le sujet sur la cybersécurité et sur les cyberattaques, c'est aussi un sujet des relations entre les collectivités et leurs prestataires sur ce sujet de la protection des données personnelles. Donc je dirais que... Pardon ? Avoir un process maître, oui. On l'a très bien compris, les données personnelles également, le RGPD. Alors j'aimerais que l'on en vienne à qu'est-ce que le RGPD check, c'est ça oui. Il y a un site internet, vous en parlez hier. Ouais.
De manière plus générale, c'est un avocat. Il prend la parole, Ouais. il ne la lâche pas. Je dis ça en toute amitié, Franck, hein, en toute amitié. Évidemment. Non, je voulais parler. Il y a une tribune qui est sur le site de la mission Écoterre, www.ecoterre.org, avec une tribune de notre ami Franklin sur le RGPD chèque. Et j'aurais aimé qu'on s'attarde quelques minutes. N'oubliez pas, s'il y a des questions, il faut les poser, on va nous les transmettre. Je voudrais que l'on s'attarde et que l'on évoque pendant encore quelques minutes le RGPD chèque, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, justement, j'allais faire cette transition. Donc, on l'a dit, il y a le sujet d'être préparé en interne et ensuite de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, contrôler ce qui se passe à l'extérieur, c'est vérifier que vos prestataires ont des garanties et qui sont eux-mêmes préparés. Donc, effectivement, comme on a un sujet de contrôle, il y a des sujets de contrôle informatique, mais on a aussi un sujet de contrôle sur le respect de la réglementation. Et donc, l'initiative qu'on a prise avec plusieurs acteurs, c'est de se dire contrôler la conformité RGPD de ces prestataires qui sont des sous-traitants au sens du RGPD est quelque chose qui est excessivement chronophage et complexe, et que donc il faut arriver à le dématérialiser pour pouvoir faire une évaluation efficace et réelle du niveau de maturité de vos prestataires sur ces sujets-là. Donc, on a créé une plateforme qui, au travers d'un dossier de conformité, permet d'avoir 180 points de contrôle avec un certain nombre de justificatifs à fournir par les prestataires pour vérifier qu'ils ont bien intégré dans leur service et dans leur pratique les sujets de protection des données personnelles. Et la deuxième idée derrière cette plateforme, donc qui s'appelle RGPD Check, c'est de se dire cette plateforme, elle est un tiers de confiance dont l'objectif va être également de mutualiser cette évaluation de conformité des prestataires avec l'idée qui est simple, qui est de se dire voilà, aujourd'hui, si vous prenez les collectivités à un niveau régional, il y a de très grandes chances pour qu'elles aient un grand nombre de fournisseurs en commun. C'est-à-dire que les fournisseurs d'une collectivité soient à 30, 40, 50% les mêmes que celui d'une collectivité voisine. Donc l'idée, c'est la mutualisation pour aller plus vite et rendre le système plus efficace. On propose au travers de cette plateforme de mutualiser l'évaluation de ces fournisseurs. Et je pense que de manière générale, sur le sujet de la cybersécurité, que ça concerne le RGPD, et donc les données personnelles, mais aussi tous les autres sujets liés à la cybersécurité et à la sécurité informatique, je pense qu'il y a un intérêt à mutualiser des moyens et à mutualiser la gestion des risques entre les collectivités locales au travers de ce type de plateforme, que ce soit RGPD Check ou d'autres plateformes à venir. C'est un excellent moyen de le faire plus rapidement et plus efficacement. On reviendra sur la mutualisation, il y a quelque chose qui m'échappe, techniquement comment ça peut se faire, on y reviendra. On va tout de suite donner la parole parce que le temps court. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous les posez, on va me les transmettre et je m'en ferai l'écho auprès de nos invités. Cette émission, bien évidemment, est enregistrée. Vous allez la retrouver dans les heures qui suivent sur le site de la mission Écoterre. Et puis j'espère qu'on ira au-delà de cette petite heure, parce que le sujet est vaste, sur la cybersécurité. On a à nos côtés Mona Trecchia, qui est une élue. On a un ancien élu, mais qui est toujours plus qu'actif, Thierry Vincent, qui a témoigné, des experts. On va continuer, on va avancer dans notre débat. Mona Trecchia, on vous connaît bien à la mission Écoterre et on est ravis que vous ayez répondu à notre invitation. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes conseillère territoriale numérique à Plaine Commune, Grand Paris. Alors, en termes de lutte contre la cybercriminalité, qu'est-ce qui se passe sur votre territoire, qui est un territoire vaste, particulier, dynamique et numérique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, alors quelques mots sur Plaine Commune. C'est 9 villes de Seine-Saint-Denis, 430 000 habitants et des véritables enjeux autour du développement numérique avec un périmètre assez vaste qui est le développement économique jusque la transformation numérique des collectivités.
Nous allons être terre d'accueil des JO 2024, ce qui porte encore plus un challenge avec des enjeux de cybersécurité, des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Alors, il y a un certain nombre de points effectivement qui ont été abordés et effectivement pour nous la transformation numérique, on a démarré en 2014 avec l'idée de cette transformation numérique des collectivités au travers de 2 grands axes, je dirais, l'axe des systèmes d'information. Et là, on va retrouver tout ce qui va être des infrastructures. Et puis l'axe, ce que vous avez évoqué, l'acculturation, sensibiliser, former et faire monter en compétence l'ensemble des services et des agents. Car la faille humaine, vous l'aurez bien compris, est un des enjeux majeurs. Alors, pour une collectivité, on est le tiers de confiance de cette gestion de la donnée personnelle, de sa protection et de son usage. On a bien compris que la donnée, elle était centrale et qu'elle était la cible aussi des cybercriminels. Donc, de fait, que nous sommes un acteur de confiance, on s'est vu confier par le citoyen à la fois sa vie personnelle, ses interactions avec le système d'information, mais aussi le fait qu'on va devoir de le protéger. On veut être un territoire, je dirais même, de confiance vis-à-vis du numérique et vis-à-vis de co-construire les services publics de demain. Donc concrètement, on est passé par une phase d'audit au départ, très technique, de se dire si on veut envisager un grand projet Smart City, il va falloir quand même on fasse évoluer nos infrastructures. Donc la cybersécurité est arrivée très très vite en amont des projets. Si je peux donner quelques conseils à des collectivités qui sont aujourd'hui présentes parmi nous, c'est de dire cartographier et faire en sorte que la transformation numérique en termes de système d'information, elle soit protégée, pour qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc c'est identifier les trous de sécurité au sein d'un système d'information. Un deuxième axe, toujours technique, mais aussi dans les relations, et d'ailleurs, Maître, vous l'avez évoqué, dans les relations avec les fournisseurs, un conseil que je donne souvent à d'autres collectivités, c'est de dire faites une cartographie des ensembles des applicatifs que vous utilisez au sein de votre collectivité, allez regarder les contrats sur la propriété de la donnée et son usage. Et donc, là-dessus, les aspects juridiques sont cruciaux parce qu'ils nous permettent de revenir sur la gouvernance de la donnée. Et je crois qu'on partage tous cet enjeu de gouvernance et de souveraineté numérique autour de la donnée. Donc, très simplement, c'est de se dire, je gère de la donnée, le cycle de vie de la donnée au sein de ma collectivité, qui en est propriétaire, et parfois on a même rencontré des contrats qui dataient de quelques années, où à l'époque il n'y avait pas cet engouement en tout cas sur la donnée et c'était pas inscrit dans les contrats. Donc ça c'est encore un petit conseil à donner, c'est vos données sont précieuses, protégez-les et faites en sorte de réfléchir avec vos services juridiques sur la propriété, et si elle n'est pas inscrite, inscrivez-la pour qu'elle vous revienne parce que vous avez ce devoir de tiers de confiance. Donc ça, c'est sur toutes les parties. Je pense que la cybersécurité et l'interopérabilité des systèmes sont 2 enjeux majeurs pour les collectivités aujourd'hui, et il est nécessaire de se réapproprier ces données et d'en être les garants avec les enjeux politiques. Sensibiliser et former. Alors, sensibiliser, c'est aussi sensibiliser, je dirais, les collègues élus. On est une assemblée à pleine commune de 80 élus. Depuis quelques années, j'ai souhaité organiser des rendez-vous récurrents avec l'ensemble des élus et des agents d'ailleurs, des différentes villes et services, pour les sensibiliser aux enjeux du numérique. La cybersécurité est un enjeu majeur, et de se dire, au-delà de la sensibilisation et de l'actualité qu'on peut avoir sur les attaques, etc., c'est comment dans mon quotidien, en tant qu'agent de la fonction publique, je suis un acteur, je suis mobilisée, je suis responsable, je suis un acteur de la protection du système d'information. Donc c'est essentiel, et donc il y a cette partie de sensibilisation. Vous l'avez évoqué en début sur le cybermois.
sur le mois d'octobre, sensibilisation justement de la sécurité, de la sécurité. D'ailleurs, je tiens à souligner, Eric Chanin qui est pas là aujourd'hui, mais je tiens à saluer tout le travail de l'ANSSI auprès des collectivités en termes de sensibilisation et puis de mise à disposition d'outils qui permettent de faire avancer le sujet. Covid, comment ne pas vous parler de cette période un peu particulière qu'on est en train de passer? Rapidement, Mona, rapidement, le temps passe. Oui, très rapidement. Et en fait, Allez-y. juste pour dire que cette transformation numérique, elle nous permet de reprendre le contrôle de nos systèmes d'information. Et qu'on s'est aperçu aujourd'hui avec cette crise qu'on était capable, et je tiens à le dire, le service public, j'admire cette agilité et cette mobilisation qu'on a eue. Et on est de plus en plus des cibles. Pourquoi? Parce que on a ouvert nos systèmes d'information. Il y a le télétravail, c'est l'accès à distance à certains applicatifs, c'est l'accès à distance à son mail, c'est les smartphones, les IoT. Quand on regarde les statistiques d'IoT en prospective, on s'aperçoit que c'est un monde encore, c'est un cyberespace qui ne cesse d'agrandir et que la cyberattaque, elle viendra forcément dans la guerre de demain, je dirais, sera dans ce cyberespace. Donc on a un devoir aussi de pouvoir anticiper ces sujets-là et d'accompagner le changement et monter en compétence les agents. Et de conclure, il faut dire qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un axe majeur à la fois de protection pour les collectivités, mais c'est aussi un axe majeur de développement. On va accueillir à la Défense un pôle de cybersécurité avec plus de 20 000 acteurs de la cybersécurité. Donc, on a, je dirais, tous les savoir-faire made in France pour pouvoir anticiper et mieux appréhender ce risque. La gouvernance de la donnée, vous avez mis l'accent sur un sujet aussi extrêmement délicat. À ce propos, la mission Ecoter propose, alors c'est aux alentours du 10 décembre, je crois, mais vous trouvez ça sur le site internet www.ecoter.org, un colloque aussi en visio sur la gouvernance des données avec aussi nos amis de la Banque des Territoires. Pierre Gassic, qui est à nos côtés, qui nous a écoutés patiemment pendant tout ce temps. J'ai une question qui vient de tomber, mais d'abord, Pierre, vous êtes chef de division de la coordination territoriale de l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Quelques mots sur l'ANSSI, et puis après, j'aimerais qu'on parle de mutualisation, parce qu'on a beaucoup parlé de mutualisation, notamment Franklin, Mona aussi, et j'aimerais qu'on évoque aussi avec vous, l'ANSSI bien évidemment, et la mutualisation. L'ANSSI, Autorité nationale en matière de cyberdéfense, est un service du Premier ministre. Elle regroupe environ 500 agents implantés pour l'essentiel à Paris, bientôt à Rennes parce que nous allons nous délocaliser un petit peu, mais elle dispose d'un réseau de délégués implantés dans les préfectures de région. Le cœur de nos missions, ce sont évidemment les systèmes d'information de l'État, des administrations de l'État, mais également des opérateurs d'importance vitale et des opérateurs de services essentiels. Mais en raison de cette mission, de ce rôle d'autorité nationale, nous avons une mission beaucoup plus générale d'élévation du niveau de maturité de l'ensemble des acteurs économiques non régulés, les entreprises, notamment les plus petites, et les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Voilà pour ce qui est de l'ANSSI. Vous me parliez de mutualisation, c'est bien cela? Oui. Oui, alors effectivement, notre approche des collectivités, je ne reviendrai pas sur la menace telle qu'elle a été, elle a été très très bien décrite, notamment par Vincent Rioux. Nous sommes parfaitement en phase avec ce qui a été, avec ce qui a été dit. Un petit complément toutefois, les collectivités territoriales, ce sont des élus qui sont à leur tête. Donc ce sont des élus qu'il faut aller convaincre, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut acculturer. Je l'ai beaucoup entendu, mais c'est pour nous quelque chose de fondamental. Et autre principe, c'est celui de la libre administration des collectivités territoriales. L'ANSSI ne peut pas débarquer ou appeler un maire pour lui dire au fait, nous nous sommes promenés dans votre système d'information hier, cette nuit, et on a trouvé des choses pas très convenables. Je pense qu'il risquerait de très mal le prendre et de nous le faire savoir. Un autre point avant de parler de mutualisation, il y a deux sortes de catégories, deux sortes de collectivités territoriales. Les plus grandes, que nous traitons à l'ANSSI comme des acteurs économiques régulés,
nous les connaissons, les régions, les départements, les plus grosses intercommunalités, c'est-à-dire les métropoles et un certain nombre de grandes intercos. Nous les fréquentons au quotidien, nos délégués les connaissent, les voient, donc on peut diffuser des alertes, on peut leur proposer un certain nombre de services. Donc on les met de côté. Pour le reste, effectivement, le maître mot, c'est une action beaucoup plus indirecte. Alors ça passe par cybermalveillance, on en a parlé tout à l'heure, cybermalveillance.gouv.fr, que nous avons porté sur les fonds baptismaux d'ailleurs, nous à l'ANSSI, se charge de la réponse aux incidents et se charge de la sensibilisation. Mais le maître mot, derrière tout cela, c'est la mutualisation. Elle peut se faire de deux façons. Une façon qui existe déjà, c'est tout le réseau de l'intercommunalité, donc de tous ce qu'on appelle des opérateurs publics de services numériques. Ce sont des syndicats mixtes, ce sont des associations, c'est tout ce que vous voulez sous toutes les formes possibles. Ils sont regroupés d'ailleurs au sein d'une fédération, d'un réseau qui s'appelle Déclic, qui fonctionne très bien et sur lequel nous nous appuyons. Et il couvre déjà 55% du territoire national, 55% des communes, pour parler des communes, puisqu'il s'agit des plus petites collectivités. Et ce que nous voudrions, c'est que cette mutualisation se renforce et couvre tout le territoire national. Donc nous allons aider cette intercommunalité-là à se développer. Et ce qui nous permet d'avoir un directeur des services d'information mutualisé pour tout un département, et même, dans pas mal de cas, un responsable des services de la sécurité des systèmes d'information, je bafouille aujourd'hui, excusez-moi, qui est le même et qui est mutualisé pour l'ensemble du département. Donc ça, on va le pousser. Et de l'autre, ce que nous poussons également, et nous l'avons fait inscrire dans la stratégie, dans la revue stratégique cyber de 2018, c'est la création de centres de ressources. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient privés d'ailleurs, mais c'est un autre problème, mais de collectivités territoriales, dans beaucoup de cas sous l'égide des régions, parce que les projets existent et nous les poussons vraiment très très fort, puissent regrouper, mutualiser leurs capacités. Ça a été dit à plusieurs reprises. Effectivement, si on fait appel à un centre de ressources dans lequel on met, disons, de quoi répondre aux incidents, de quoi former, de quoi sensibiliser, en un seul endroit, on aura pas gagner la partie, mais en tout cas, on sera en bonne voie pour cela. Ces projets existent, des régions ou sous l'égide des régions, ils sont poussés notamment en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Nous espérons pouvoir en pousser également en Normandie. Nous sommes le 14 aujourd'hui, donc un centre de ressources de ce type-là a été inauguré hier à Toulon et il aura vocation notamment à servir de CERT, donc de centre de réponse, si vous voulez, aux attaques pour les collectivités territoriales de la région PACA. Merci Pierre. Alors j'ai justement une question peut-être avec vous ou avec Franklin ou avec un autre de nos invités. J'ai une question de Jackie Benny, le DSI Gravelines, qui nous dit: pour expliquer les gestes barrières informatiques, il faut entre autres augmenter le niveau des outils de sécurité antivirus, on l'a évoqué, anti-spam, etc. Bien souvent, ces outils ont un coût élevé en fonctionnement. Équation complexe quand on doit maîtriser son budget de fonctionnement dans la grande majorité des collectivités, surtout par les temps qui courent. La mutualisation et l'externalisation sont-elles vraiment des solutions? Alors, bravo, il y a un silence. Alors, je peux déjà dire un mot parce que les gestes barrières, là, c'était ma petite formule de tout à l'heure. Oui. Les gestes dont je parlais, c'était pas de dépenser des sous pour acheter des solutions. Hein. Les gestes barrières dont je parlais, c'est déjà de mettre à jour ces systèmes. Là, c'est un coût humain, hein, c'est un coût. Alors bien sûr, vous pouvez passer par des prestataires pour le faire, ainsi de suite. Mais je parlais pas de l'acquisition de solutions de cybersécurité. Hein, bien sûr, il faut s'équiper. Ce monsieur a raison. La mutualisation, c'est une voie pour effectivement diminuer le coût unitaire de l'acquisition de solutions logicielles. Vous avez aussi l'UGAP. Hein. L'UGAP, d'ailleurs, nous, on est titulaire aussi dans le cadre de services cyber. Donc, l'UGAP existe pour mutualiser ces coûts d'acquisition de logiciels. Mais les gestes barrières, avant tout, avoir une politique de mot de passe, avoir une charte informatique, mettre à jour ces systèmes, enfin, ça coûte pas grand-chose. Et c'est l'essentiel déjà des barrières pour se protéger contre la plupart des attaques informatiques. Hein. Et après, effectivement, faut avoir une architecture qui évite une dissémination large des attaques au sein du système, donc du cloisonnement de réseau, de la segmentation. Donc il y a un travail de fond à faire sur les systèmes. Et enfin, une fois qu'on a mis tout ça à plat, on s'équipe antivirus, firewall, DMZ, proxy, ainsi de suite, Bastion. Des solutions de cybersécurité, il y en a beaucoup. Hein. Mais avant
de s'en équiper. À mon sens, d'un point de vue personnel, je veux bien entendre d'autres experts sur le sujet, hein, mais il faut déjà faire les gestes de base. Et est-ce que la mutualisation, ce que nous disait Jackie, et l'externalisation, sont-elles vraiment des solutions? Est-ce que ce sont les seules solutions? Quand on parle de mutualisation, bien évidemment, c'est une solution majeure de mon point de vue aussi, mais il y a quand même des intérêts politiques là-dedans aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur les uns les autres qu'il y ait quelques conflits par rapport à ces mutualisations liées à la cybersécurité? Qui veut répondre? Thierry Vincent? Thierry? Ah, on n'entend pas. On a un problème de son à nouveau avec Thierry. Bon, qui veut rebondir en attendant de récupérer le son de notre ami Thierry Vincent? Qui veut rebondir sur cette interrogation-là? Allô? Allô? Oui. On ne voit pas pourquoi il y a des enjeux politiques, bien entendu. Est-ce que mon micro est bien en fonction? Oui. Oui, c'est bon. Il y a des enjeux politiques, bien entendu. On ne voit pas pourquoi, sur des aspects techniques de ce type, on aurait plus de charges politiques au sens électrique du terme qu'il n'y en a pour d'autres services qui sont mutualisés et qui sont pris en charge par des syndicats intercommunaux. Pour ce qui est de l'intercommunalité, ça ne pose pas de problème majeur. Ensuite, effectivement, lorsqu'un président ou vice-président de région décide de mettre en place un centre de mutualisation de ce type-là et d'étendre ses services aux collectivités territoriales, on entre dans son agenda politique. Saurait-on le lui reprocher? Est-ce que vous avez les uns les autres des exemples de mutualisation qui ont été mises en place et qui fonctionnent? Franklin, alors, vous avez parlé de mutualisation tout à l'heure. Est-ce que vous avez des exemples à nous oui, citer? mais je vais revenir sur un point, parce que dans la mutualisation, il y a aussi une autre chose que j'appellerais le partage. C'est-à-dire c'est le partage de bonnes pratiques. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne coûte pas cher, c'est de partager les bonnes pratiques et des outils à un niveau local. Et donc d'être plusieurs collectivités, plutôt que d'agir tout seul dans son coin, ou de réfléchir à des procédures et de sécurisation. On peut aussi aller voir ses homologues DSI dans les collectivités d'à côté et partager ces bonnes pratiques-là. Ça m'apparaît essentiel. La mutualisation, c'est aussi le partage. Et pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur la dimension RGPD, effectivement, c'est la même idée. C'est-à-dire que si on met en place des outils où une collectivité a évalué le niveau de conformité RGPD est un prestataire, une fois que ce prestataire s'est soumis à une évaluation, cette évaluation et son dossier de conformité, il doit pouvoir être disponible à d'autres collectivités qui ont recours au service du même prestataire pour éviter d'avoir à refaire le travail. Et donc là, on a un effet bénéfique de la mutualisation, c'est plus rapide, plus efficace, et aussi on mutualise le coût que peut représenter d'aller vérifier la conformité des prestataires. Il nous reste quelques minutes. On va rapidement conclure et vous aurez environ 1 minute pour conclure. Là, je vois pour une prochaine émission, j'aimerais bien évoquer cybersécurité et droit extraterritorialité des USA. Comment réagir pour une prochaine émission? Ça me paraît aussi un sujet intéressant à aborder parce qu'il y a le problème de cette extraterritorialité, je vais y arriver. On va, si vous le voulez bien, en 1 minute conclure. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais malheureusement, on y répondra certainement par le biais du site internet de la mission Écoterre, et on vous demandera aux uns et aux autres d'apporter quelques réponses. Il est important qu'il y ait un suivi dans ce thème de la cybercriminalité. Rapidement, on va commencer, honneur aux dames, par Mona. Mona, vous avez 1 minute pour quelques mots de conclusion.
Je pense que la cybersécurité, c'est effectivement un enjeu majeur. On centre dans la donnée, la gouvernance et la souveraineté numérique, donc ça dépasse bien au-delà de nos territoires et du sens qu'on va en donner. Les cyberattaques ne cessent d'augmenter. Il faut effectivement être tous mobilisés, tous responsables. Je dirais à la fois les acteurs du numérique, les acteurs territoriaux, services, agents, et surtout ne pas oublier nos habitants pour aussi les emmener avec nous et tous les enjeux majeurs et les armer, je dirais, pour participer à cette bataille dans le cyberespace. Thierry Vincent, est-ce qu'on a retrouvé la voix? Alors, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, Thierry, parfaitement. Parfait. Bon, je crois qu'au niveau des élus, alors je salue Pierre Gassic, que tout à l'heure j'ai donné un autre nom, mais l'ANSSI, comme le disait Pierre Gassic, est un organisme très, très complet, et donc on a avec Pierre Gassic des meilleurs experts en France. Voilà. Je voulais juste dire, les élus sont les responsables de leur territoire. Donc il faut d'abord les convaincre, avant tout, qu'il y a nécessité de mettre en place quelque chose qui n'est pas à côté du budget, à côté de ceci, à côté du sport, etc., qui est au cœur du dispositif. Sinon, tout va à la catastrophe. Si on prend en compte cet objectif, tout d'abord, il faut mettre en place une stratégie et ensuite la dérouler. Alors ça, c'est un petit peu mon côté, mon passé militaire, mais là aussi, Pierre Gassic n'y verra pas d'inconvénient. Merci, cher Thierry. François, quelques mots de conclusion avec la Banque des Territoires qui continue à œuvrer, pas seulement sur la cybersécurité, on connaît tout ce que vous faites, mais quelques mots sur la cybersécurité. Là-dessus, encore une fois, on sera prêt à faire beaucoup et on a des vraies ambitions sur le sujet. Mais la première des ambitions, c'est de pouvoir accompagner le message qui est on se met dans la peau d'un élu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un élu, d'un DGS, d'un DGA? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le sujet? Est-ce qu'on doit juste refiler le bébé au DSI ou est-ce que justement on a des messages à porter? Et ça, vraiment, ça nous semble la position première. Allô? Parfait. Une des premières choses, c'est par exemple se dire qu'est-ce qui se passe si jamais aucun de mes ordinateurs ne marche à la mairie? Voilà, c'est une première piste de réflexion, mais rien que de se mettre dans cette situation, on se rend compte que le maire, il a quand même son mot à dire dans la manœuvre et que c'est important qu'il tienne les rênes. Vincent? Oui, alors, bon, dans la plupart des attaques informatiques qui défrayent la chronique, en conclusion, elles ne sont pas à proprement parler ciblées. C'est pas des attaques qui vont cibler particulièrement la collectivité locale X ou Y, la collectivité territoriale, la ville X ou Y. Dans la plupart des cas, les attaquants, un peu comme les cambrioleurs, quand ils font le tour du quartier pour cibler telle ou telle maison, ils utilisent des techniques dites de reconnaissance, reconnaissance passive ou active, cartographie des services connectés, enfin je passe les détails techniques, mais ils vont dénicher les cibles les plus faciles. En gros, la maison la moins bien sécurisée du quartier. Parce qu'ils exploitent des outils d'attaque qui sont généralement automatisés pour exploiter telle ou telle vulnérabilité. La question que doivent se poser tous les élus, c'est est-ce qu'ils font partie de ces cibles faciles? C'est la question qu'ils doivent se poser en permanence. Cette question-là, elle n'est pas facile, c'est pas facile d'y répondre, mais on peut y aider. D'accord. Merci Vincent. 1 minute il vous reste à tous les deux. Franklin tout d'abord et ensuite Pierre. Franklin, 1 minute. Je voulais revenir sur le sujet des données personnelles, avec le fait de rappeler aussi aux élus que le respect des règles de protection de données personnelles s'impose à eux, que c'est un facteur de transparence et de confiance à l'égard de leurs administrés. Et c'est aussi un gage de sécurité juridique pour eux, parce que si demain ils ont un problème, ils seront responsables. Donc il y a quand même un sujet de responsabilité aussi pour les élus derrière ce sujet de cybersécurité. L'autre point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, très important, partager au maximum des bonnes pratiques, sensibiliser ses collaborateurs, se préparer et contrôler ses prestataires. Je vais citer un exemple pour finir. Dans la très grande majorité des sanctions qui ont été prononcées par la CNIL significatives ces dernières années, il y avait souvent
un prestataire qui, derrière la condamnation d'une collectivité ou d'une société privée, avait été défaillant. Donc c'est vraiment très important de se dire, bah voilà, c'est quand même à un moment donné des prestataires qui peuvent être eux défaillants, et donc faut aussi aller vérifier s'ils ont pris les mesures et s'ils ont mis en place les outils. Il y a la sécurité au niveau de la collectivité, mais il y a aussi ce qui est mis en place au niveau des prestataires. Merci Pierre. Pour terminer, Très rapidement, et j'emboîterai le pas de tout le monde ici, et c'est sans doute un signe, l'élu. L'élu est au centre de tout cela, c'est lui, c'est elle, qui prend la décision stratégique. On peut toujours imaginer tout ce qu'on veut en termes de technique. La décision stratégique, par exemple, d'augmenter son budget informatique de 15%, parce que c'est suffisant pour faire face à 95% des problèmes, c'est l'élu qui la prendra. C'est certainement pas ni un DSI, ni un RSSI, ni qui que ce soit d'autre. L'élu, c'est lui qu'il faut convaincre, c'est elle qu'il faut convaincre. Voilà. merci Pierre, merci Madame, merci messieurs. Cybersécurité, comment les collectivités peuvent-elles mieux appréhender ce risque? Ce n'est que le début d'une longue série. Vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur le site www.ecoterre.org. J'aimerais remercier bien évidemment nos amis des émotionneurs. Ils sont là, pas loin. J'ai été ravi de les retrouver. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec eux. Je vous les recommande. Merci également à Nathalie Hérouin et Quentin Melemias qui m'ont aidé à préparer cette émission et ces interventions. Personnellement, je vous retrouverai le 10 novembre avec un sujet qui est aussi très polémique, la 5G, enjeux et perspectives territoriales. De quoi parlons-nous? Inscription comme d'habitude par mail, mission.ecoterre@ecoterre.org. Merci infiniment, merci d'avoir inscrit et puis de nous avoir suivis. À très bientôt.